Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de notre chaîne YouTube L'Art et la Vie. Vous voyez les tableaux qui sont juste là? Ils ont plusieurs points communs. Ok, ouais, ils sont célèbres, bien sûr, on les connaît tous, vous avez plein de vidéos dessus. Donc c'est pas ça qu'on va parler. Nous, on va plutôt parler du fait que leurs artistes, ils sont morts. Et que ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c'est des artistes qui sont encore en vie et qui peuvent nous parler de leur création. Donc go, venez, on commence avec Anaël. Hello, bienvenue chez moi. L'atelier, il est par là. Je m'appelle Anaëlle, j'ai 25 ans et je suis illustratrice nantaise. Alors je réalise principalement des illustrations colorées, lumineuses et mignonnes. J'aime bien mettre en scène des animaux malicieux. Ce que j'aime bien faire, c'est faire autant de l'illustration numérique que traditionnelle. J'aime bien varier les techniques à ce niveau. Par exemple, quand je réalise une illustration, j'ai tendance à d'abord la faire un petit crayonné, ensuite la scanner, la reprendre au numérique, la réimprimer et venir avec ma tablette lumineuse redécalquée pour, par exemple, soit faire une peinture, ou soit faire le crayonné sur ma tablette et venir la travailler entièrement au numérique. Donc je travaille mes illustrations numériques et aussi donc à la peinture. Je préfère la peinture acrylique. Je trouve que c'est une technique qui est hyper intéressante parce qu'elle permet d'avoir plusieurs couches successives et je la trouve très lumineuse et dans le temps je trouve que ça dure pas mal. Et je décline mes illustrations sur plein de supports, que ce soit des illustrations de format papier, badges, stickers. Je fais des marque-pages aussi mignon. Et je réalise des illustrations pour des maisons d'édition pour, par exemple, Lily Jevès. Ouais, du coup. Ouais, ça semblait vraiment tout seul. C'est des c'est beau. C'est la première fois que j'ai fait ça. Trop droit. J'ai choisi l'illustration parce que je dessine depuis très longtemps. J'ai commencé au collège vraiment à prendre des cours de dessin, collège-lycée. Après, j'ai effectivement fait au lycée un cursus spécialisé dans l'infographisme. Et ça s'est un peu fait comme une évidence. Même si j'ai d'autres passions à côté qui m'animent, c'est vrai que j'ai voulu pousser là-dedans. Et j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui, même si elle ne connaissait pas du tout le milieu, tout comme moi, elle m'a accompagnée. C'est elle qui d'ailleurs m'a poussée à faire le lycée que j'ai fait. À la base, je savais pas trop si j'étais ok ou pas. C'est là où je suis arrivée après à Pilo et du coup, ça m'a confortée dans mon choix de faire de l'illustration tout en étant consciente que c'était pas simple parce que c'est un métier qui est précaire. Mais je trouve que c'est quand même motivant, tellement de possibilités. Je trouve ça motivant comme métier. Je me suis inscrite à Pôle emploi et j'avais besoin de cette transition entre le côté école et le côté être directement dans l'objectif parce qu'après Pivot, après une école d'art en général, on est livré à nous-mêmes. À juste titre, on a terminé l'école, mais il n'y a pas de métier de CDI, d'emploi fixe qui nous attendent, ou très rarement.
Donc, on se retrouve livré à nous-mêmes et il faut mettre des choses en place pour se lancer et Est-ce que c'est également un métier où on est en général très seul. L'école m'a permis de faire des rencontres et de m'entourer de plein de personnes du milieu et c'est trop cool. Enfin, c'est génial, mais à côté de ça, on travaille seul chez nous. Il a fallu... C'est pour ça que je suis allée, par exemple, donc à Pôle emploi, pour avoir un suivi pendant 6 mois où chaque mois, je devais rendre des comptes, de me dire, j'ai fait mon site internet, j'ai fait ma carte de visite, j'ai prospecté pour ça et ça, et j'ai eu la chance de tomber sur une conseillère qui était pas du milieu, qui connaissait pas du tout le milieu artistique, mais qui était à l'écoute et bienveillante, donc ça s'est super bien passé. Et ça m'a permis de commencer à m'autodiscipliner toute seule. Les conseils que je peux donner, donc, c'est essayer de s'entourer un maximum d'autres artistes. Je fais par exemple partie d'une association Café Dessin, qui est super chouette à Nantes, qui réunit plein d'artistes de tout type. Ça permet de se retrouver, d'échanger, d'avoir un regard aussi extérieur, de participer à une vie créative. Avec eux, notamment, j'ai fait un fanzine, j'ai fait un marché de Noël, du coup, en décembre dernier. De ne pas dépendre que d'une seule source financière. Moi, je fais des conventions, je fais des cours de dessin, d'édition jeunesse, essayer de varier, de pas aller que dans un seul. C'est déjà stimulant d'avoir plusieurs projets sur différents types de supports différents, et aussi en termes de stabilité, plus on a de revenus de sources différentes, plus s'il y en a une où ça se casse un peu la figure, au moins on a les autres derrière. Mais le but, c'est évidemment de faire ce qui me plaît. Et un autre conseil que je peux donner aux illustrateurs, que ce soit d'ailleurs après une école ou en autodidacte, c'est de se renseigner énormément avant de se lancer sur son statut, de vraiment regarder tout ce qu'il y a, parce qu'il y a énormément de choses à savoir sur le statut. Il y a plein de groupes, que ce soit des groupes sur Instagram, des groupes Facebook, où il y a plein de gens qui viennent donner des conseils. Faut toujours quand même retourner sur les sites officiels pour bien se renseigner. Mais c'est vraiment nécessaire de se renseigner en amont pour pas avoir de mauvaises surprises, pour pas se dire « Ah, il y avait ça, mais j'étais pas au courant ». Le statut que j'ai pour mon activité d'illustratrice, c'est artiste-auteur. C'est le statut qui me permet en fait de facturer des droits d'auteur et d'avoir des livres. Et c'est le statut qui est le plus avantageux en tant qu'artiste. On se déclare seulement quand on touche le premier euro perçu. Et même au niveau des charges, c'est vraiment réduit. Et il y a très peu d'administratifs au final. La déclaration URSSAF, c'est une fois par an. Et il faut ensuite suivre quand même son carnet de chiffre d'affaires. Et si on le suit chaque mois, ça le fait. C'est vraiment allégé en termes d'administratif. Donc ça, c'est le premier livre que j'ai fait en auto-édition avec une auteure qui est basée dans le Morbihan. Et du coup, premier petit livre autour de l'amitié. Hop. Le deuxième, avec la maison d'édition Nepsis Paris, avec qui j'ai commencé à travailler. Donc fallait que je reprenne le personnage de Calumet, un petit écureuil. Et du coup, là, mon premier livre édité. Et un premier projet super chouette. Le troisième, avec une autre maison d'édition, Cachemire Édition. Hyper intéressant également parce que c'était un livre qui porte autour du handicap. Un petit garçon qui est né avec un bras atrophié et parler du fait que ce soit pas une chose négative dans sa vie, que ça ne l'a pas empêché de faire plein de choses, d'être entouré. Enfin, c'est vraiment... il était très dynamique à faire plein de sports différents et j'ai trop aimé l'illustrer. C'était vraiment très intéressant et enrichissant. Le quatrième livre, toujours donc Calumet, mais cette fois-ci à la montagne. Donc pareil, on revient sur des petites histoires avec l'écureuil. Les enfants s'ennuient, ils savent plus trop quoi faire et du coup ils vont partir se ressourcer à la montagne. C'est vraiment un guide, un petit guide Calumet de bienveillance. Et donc j'ai bien aimé le reprendre dans ce tome-là. Et également, du coup, le cinquième et dernier livre à l'heure actuelle, avec Calumet le retour, avec les petits carnets. Et donc, Calumet va recevoir un cadeau
la part d'un des enfants. Et après, ça va lui donner l'idée d'aller donner des cadeaux aux habitants de la ville où il habite. Pour faire une illustration, d'abord, je vais entrer dans tout un dossier de référence avec les ambiances que j'ai envie de donner, soit des paysages, quand il s'agit surtout de paysages d'intérieur de cuisine, j'essaie de me documenter en fait un maximum pour pouvoir avoir une justesse au niveau de l'illustration. Quand il y a des personnages, je pose ou je fais poser du coup mes proches pour attirer l'œil sur cette image-là, de faire la maison plus saturée, plus vivante, alors que les autres bâtiments sont plus ternes pour justement mettre en valeur cette maison. Ensuite, faire un croquis plus poussé pour le transmettre à la maison d'édition et qu'on valide ensemble, voit les retours après. Et une fois le croquis validé, je passe à la version tracée propre que je renvoie à la maison d'édition pour validation définitive. Et ensuite, c'est la couleur et c'est parti. Les difficultés, ça a commencé après l'école. J'ai eu une expérience avec une maison d'édition où effectivement c'était pas très agréable. Donc il y a eu des expériences comme ça avec les entreprises qui du jour au lendemain arrêtent de travailler et ils ne veulent pas de signer de contrat alors qu'on a déjà commencé à travailler. Alors c'est aussi à nous d'insister pour faire signer le contrat. Il y a une entreprise avec qui j'ai travaillé également qui, par exemple, quand je devais faire des ateliers là-bas, j'arrive sur place, on me dit ah bah non, il n'y a pas d'inscription finalement. Donc ça c'est déjà arrivé que je me pointe et que finalement je dois repartir. Et ces entreprises-là ne comprennent pas que, ayant fait le déplacement, je dois être indemnisée en fait. Ça me paraît, c'est la base en fait. Tu fais pas te déplacer des gens pour rien, comme ça gratuitement. Et par la suite, de monter retard de facture aussi, ça c'est des choses qu'on monnaie courante, pas que liées au métier artistique. Et également les conventions. Il y a énormément de conventions en ce moment qui augmentent leurs tarifs, n'augmentent pas forcément la qualité de la prestation du stand, la qualité du stand qu'il y a sur place, et ne prennent pas en compte le retour des artistes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre en valeur les artistes, ce que je trouve être une énorme chance d'avoir plein d'artistes différents, de techniques différentes, et de ne pas les valoriser, je trouve ça très dommage. Et ils ont tendance à valoriser plutôt les gros stands de revente. Et c'est ce dont je parlais avec le fan art tout à l'heure, où les gros stands de revente font quasiment que du fan art, ce qui est un peu compliqué pour les artistes de se démarquer avec leur propre création personnelle, même si encore une fois c'est pas forcément un frein. Parfois où il n'y a même pas de contrat de prestation. Parfois on paye super cher un emplacement et en fait ils nous mettent un emplacement tout petit parce que il n'avait pas forcément mentionné la taille du stand. Il y a plein de choses comme ça où, quand on est tout récent dans les conventions, on ne se rend pas compte de ça. Bon, on se fait avoir une fois, 2 fois. Et là, en ce moment, une convention à laquelle je devais participer où le président de l'association a eu des soucis avec cette association-là. Et pour l'instant, j'ai un acompte qui a été versé et je reverrai peut-être probablement jamais la couleur parce que l'événement est annulé. Les histoires de détournement de fonds, en fait, on sait pas trop la vérité. Et du coup, nous, en tant qu'artistes, on est impactés. On a payé notre stand et au final, on se retrouve avec cet argent. Bon. La difficulté précaire, on va dire, du métier artistique, c'est pas de ne pas savoir de quoi est fait demain. Après, je trouve que c'est autant quelque chose qui est assez charmant dans le sens où chaque jour est une nouvelle journée, c'est trop chouette. Mais effectivement, de ne pas avoir une sorte de petite stabilité. Alors après, moi, la stabilité, je l'ai par rapport à surtout les cours de dessin que je vais donner. Mais même là, il peut y arriver une fois des petits couacs qui font que, hop, d'un coup, il n'y a plus de stabilité. Et puis il faut faire. Alors j'ai plusieurs envies parce que j'aimerais bien faire plein de choses différentes. J'aimerais autant me lancer dans un jour le tatouage, faire ça c'est un projet que j'ai depuis un moment, mais pas tout de suite, c'est plus tard. J'aimerais énormément faire du jeu de société, illustrer des jeux de société. J'aimerais bien illustrer un peu moins pour la jeunesse, peut-être plus pour les adolescents, voir commencer à illustrer un peu plus mature. Mais pareil, un pas après l'autre, ça se fera quand ça se fera. J'aimerais bien aussi faire
être présente encore plus dans des boutiques. J'ai commencé à être présente en boutique depuis décembre dans une boutique qui vend des mangas dans Nantes et commencer à faire un petit peu plus ce genre de choses et faire plus de marchés de créateurs aussi où je propose, par exemple, j'ai un projet dans pas longtemps, ce serait de sortir un carnet de coloriage à destination, ça peut être autant un peu enfant, autant adulte, et proposer plus ce genre de produits pendant ce temps. J'ai pas mal d'influences, il y en a vraiment beaucoup, mais plus des influences qui sont modernes, actuelles, des personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des amis ou des copains de convention. Je pense notamment, il y a Meili Miles, une illustratrice qui fait plein de dessins très mignons et à la fois des peintures, et j'admire énormément sa manière, autant son style artistique, autant sa manière de gérer et de partager tout ce qu'elle fait, je la trouve hyper inspirante. Il y a également Anne-Lise Nalin qui fait des livres, des BD, qui illustre pas mal pour la jeunesse. Et ça m'inspire pas mal tout ce qu'elle fait, ses dessins, la maturité de son trait. Il y a Frédéric Pillot qui fait énormément des peintures, mais magnifiques. C'est plutôt illustrateur jeunesse et vraiment ça fourmille de détails, je trouve ça fascinant. Il y a vraiment pas mal d'artistes comme ça qui plutôt vraiment actuels que je suis sur les réseaux et surtout leur manière de toujours essayer de faire plus, de progresser, je trouve ça, d'être entrepreneur, je trouve ça hyper intéressant. Évident. Pour moi, c'est utile parce que c'est ce qui permet de s'évader et de rêver. En fait, c'est pour moi la plus grosse utilité de l'art, c'est de s'évader, qu'importe le médium artistique que ce soit. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Évidemment, après, l'art sert aussi à dénoncer d'autres choses, mais je le trouve plus comme une... Pour moi, j'ai plus l'aspect rêverie quand je pense à l'art. C'est toujours un pas après l'autre parce que c'est un métier qui prend du temps et donc il faut être patient et se dire que d'un coup ça peut venir, après ça peut repartir, mais on progresse au fur et à mesure et de toujours se retourner un petit peu quand même vers le passé, se dire ok, j'en étais là telle année, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pu réaliser, se donner des petits objectifs sans trop se donner la pression, et si on les réalise pas, tant pis, c'est pas grave. Mais quand même, essayer de se donner des petits objectifs, et parfois on en réalise d'autres, parfois c'est ceux-là. Et vraiment se dire que c'est un pas après l'autre, et pas se stresser, pas se culpabiliser, parce qu'on voit énormément de personnes qui font plein de trucs sur les réseaux. Et ça peut être ça peut nous faire culpabiliser nous-mêmes, mais il faut pas se culpabiliser de pas faire autant. On fait à son propre rythme, et c'est ça le plus important. Et vraiment, le but, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait.